Bonjour, moi c'est Christophe, je suis membre du club MMK depuis une vingtaine d'années et fervent de jeux de rôle depuis plus de 30 ans. Je vais vous faire un petit résumé d'une partie qui s'est passée il y a quelques temps au club MMK sur un jeu de rôle qu'on découvre, qui s'appelle Étrange France, un jeu de rôle français. Moi je me présente, moi donc je suis Annabelle, en fait je suis une call girl de la région de Belfort et depuis quelques temps j'ai été recruté par l'agence Call, qui est une agence qui enquête sur l'étrange. En fait, pour l'instant, ça fait 8 mois que je suis dans l'agence et j'ai pas encore eu une mission officielle, première mission. Je suis passé à l'agence de Belfort et je suis avec mes deux autres comparses, Roger et Stark, et le téléphone sonne. Au bout du fil, une voix apeurée, affolée, on sait pas qui c'est, il me dit un nom, pour moi ça me dit rien. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'un arbre tombe, qu'on est en train de découper une forêt, il y a des bruits, des craquements, des choses comme ça. Et au bout de 10 secondes de ce chaos, le téléphone émet juste le son d'époque, hein, bip, 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 et plus de tonalité. Il y a toujours le téléphone qui est actif, mais plus rien, plus personne ne répond, ainsi de suite. Donc en recherchant France Télécom, on arrive à retrouver le numéro. Et grâce au Minitel, on arrive à retrouver l'emplacement. Et là, lorsqu'on a l'emplacement, Roger, un de nos joueurs, qui est donc un mécanicien de la région de Belfort, retrouve le nom d'un de ses amis d'enfance, hein, Fabrice, qui habite à Gerviers-Saint-Pierre, dans les Pyrénées-Orientales, et qui tient une fromagerie. C'est un ami qui voit à peu près une fois par an pour organiser un week-end avec lui, et ainsi de suite, quoi. Mais il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps. Donc là arrive l'organisation du voyage, c'est-à-dire on prend une 205 de l'époque, sans climatisation, on part dans les Pyrénées sur un trajet de 2 jours, hein, via autoroute, ainsi de suite, et on arrive ensuite après, pas loin de Gerviers-Saint-Pierre. Donc Gerviers-Saint-Pierre, c'est un petit village isolé dans une vallée des Pyrénées, une seule route pour y accéder, et qui est entouré en fait d'un espèce de, comme dans un cirque, une espèce de vallon entouré de montagnes. On arrive au pont qui relie la vallée de Saint-Gervier à la route, et là le pont est complètement envahi de plantes, de ronces impraticables et tout. Après quelques instants d'hésitation, on gare la voiture. Roger se souvient d'un chemin qu'il a pris lors d'une randonnée pour rejoindre le village, et donc on prend le ravin. Après quelques heures d'effort, hein, on arrive de l'autre côté du pont, et là, dès qu'on a posé le pied sur la route, on a eu un nuage de corbeaux, on peut pas appeler ça autrement, qui a commencé à voler autour de nous, tourner, tournoyer. De temps en temps, les corbeaux piquaient sans forcément nous toucher, mais de manière très agressive, ils croissaient, ainsi de suite. On trouvait ça étrange, mais on a continué notre chemin. On est arrivé un peu au-dessus du village en surplomb. Une vision un peu bizarre en fait, hein. Le village a l'air d'être complètement désert, sans vie. On a l'impression qu'il y a une forêt qui a un peu poussé dedans. Le village était entouré de bosquets de fleurs, mais de couleurs différentes en fait. On avait un gros groupe de fleurs jaunes et oranges, un gros groupe de fleurs blanches et rouges, un gros groupe de fleurs bleues. Ça nous a paru un peu bizarre, on a décidé de contourner le massif de fleurs, ce qui nous a pris pratiquement 2 heures de plus. Et on est arrivé dans le village à la tombée de la nuit. L'éclairage public fonctionnait encore, mais tout occulté par des branches et des feuilles qui avaient poussé, des lierres qui avaient poussé dessus. Les maisons étaient défoncées par des arbres, comme si les arbres avaient poussé à l'intérieur. Le sol était couvert de ronces ou défoncé par les racines. Pas d'habitants. On a décidé d'aller directement à la fromagerie chez Fabrice. Et là, l'étonnement, pareil, un arbre planté au milieu, le combiné qui avait passé l'appel était encore accroché à une branche. Et chez lui, tout était vraiment complètement défoncé. Les planchers étaient craquelés. Cet arbre énorme avait poussé au milieu de manière on aurait pu dire très rapide. On pense que c'est lors du coup de fil que ça s'est passé. On a décidé de camper dans la maison. En fait, c'est dans des objets, hein, la nourriture était encore dans les frigos comestibles, il y avait des boîtes de conserve. On s'est installé là pour la nuit, on a décidé le lendemain matin de prendre les devants. Lors de notre passage dans la nuit, Roger s'est amusé avec un couteau contre l'arbre.
à essayer de voir ce qui se passait, trouver ça bizarre, et l'arbre a saigné du sang rouge. Donc ce qui nous a mis la puce à l'oreille sur certaines choses et que c'était bien en fait une action extraordinaire. Donc le matin, on a fouillé ce village dévasté, les corbeaux étaient toujours là, un peu moins menaçants. Et après quelques maisons fouillées, comme c'est des maisons un peu de montagnards, on a réussi à trouver quelques objets, un couteau ou deux, un fusil de chasse surtout, quelques cartouches. Et on a remarqué une chose lors de nos fouilles, le village, les racines semblaient venir de la forêt en fait. Comme si elles s'étaient étendues de la forêt et ensuite avaient envahi le village. Donc on a décidé avec nos 2 comparses de partir en direction du cœur de la forêt, d'où on pourrait venir là. Et on devait soit faire un détour pour éviter les bosquets de fleurs, soit passer à travers. On a décidé de choisir une couleur un peu au hasard. On est passé dedans. L'effet a été un peu soporifique. On s'est un peu endormi, choses comme ça. Mais on a réussi à résister grâce à Roger, qui a réussi lui ses tests et a réussi à un peu nous réveiller, à nous traîner hors du bosquet. Et là est arrivée la forêt, une forêt un peu impénétrable. Les corbeaux sont devenus plus agressifs au fur et à mesure qu'on avançait. Et chose étonnante, on a vu des engins de chantier, de coupage de bois, des troncs sur le bord de la route. Et une fois passé ce cap, en fait, les corbeaux nous ont attaqués. Les nuées sont jetées sur nous pilonnant un peu comme si on prenait des balles. En fait, on a fallu se mettre à couvert. Seul Roger a essayé avec le fusil de chasse de les disperser et malheureusement a perdu un œil dans la bataille. Donc au bout d'un certain temps et à coups de fusil, de coups de branche et choses comme ça, on a réussi à les faire disperser. Et là, une musique a commencé à monter, une musique triste. On a continué malgré l'inquiétude qui s'est installée dans le groupe et on est tombé sur ce qu'on pourrait appeler une dryade. On a appris après qu'elle s'appelait Feuille d'Argent. On a plus ou moins compris que la destruction de la forêt, peut-être de ses enfants dans la forêt, aurait causé sa tristesse et sa colère contre la société et donc aussi contre tous les humains de la vallée et le village. Après 15 bonnes minutes de roleplay où on a expliqué à la dryade qu'on était étrangers, qu'on ne connaissait pas ce qui s'était passé, grâce à la persuasion d'Annabelle, toutes les années qu'elle avait un peu pipoté l'ensemble de la population, on a quand même réussi à élaborer un plan qui était donc l'évacuation complète de la vallée, la fermeture de la vallée par la destruction du pont, rendre à la nature la vallée en disant que les humains n'y reviendraient pas. Ça a été assez dur. Donc Annabelle a donc bien sûr tiré un formidable 3, a pioché dans le bassin de cupidité pour réussir son jet, ce qui permettait au maître de jeu d'instaurer une autre difficulté dans la suite de l'histoire. Et on a convaincu la dryade. Surtout qu'une chose importante, c'est que la dryade possédait 7 enfants humains qu'elle gardait en otage. Donc j'ai réussi à négocier avec la fuite de la vallée la restitution lors de la fuite de ces 7 enfants. Donc après avoir quitté la dryade, on est retourné dans le village. On est tombé dans le bosquet de fleurs, on est repassé à nouveau dans le bosquet de fleurs, mais sachant un peu à quoi s'attendre. On s'était un peu isolé la bouche avec des lages mouillés, ainsi de suite, on a retenu un peu notre respiration. Dans ces bosquets de fleurs, on a trouvé une enfant du village endormie, voilà, qui était passée inaperçue lors du premier passage. Et la surprise a été qu'une fois rentré dans le village, les arbres avaient disparu. Et à la place des arbres, se trouvaient des humains endormis. En fait, la dryade avait transformé l'ensemble des habitants de la population, à peu près 65 habitants, en arbres. On est retourné chez Fabrice, et là on a retrouvé Fabrice endormi et avec une cicatrice à l'endroit où Roger s'est amusé avec son couteau, donc sur un bras. Donc Roger avait entaillé son copain d'enfance. Il a fallu convaincre 65 personnes de quitter le village. Ces villageois se souvenaient quand même de leur passage en mode arbre, immobilisé, en voyant la journée se passer mais ne pouvant pas bouger. Donc j'ai un peu argumenté sur le fait que en fait, c'était des retombées de Tchernobyl qui avaient rendu la population mutante, ainsi de suite. Bon, le jet n'a pas été trop dur et les personnes ont accepté le lendemain de partir. Après avoir parlé aux habitants de cette végétation un peu mutante, on a appelé l'agence de Belfort qui a dit qu'elle se mettait en communication avec une succursale un peu plus grosse pour permettre l'évacuation par des camions militaires et par l'armée le lendemain. On a espéré que ça soit acté et que ça soit fait, mais c'était sans garantie extrême, quoi. Donc les familles étaient inquiètes
Le lendemain, surtout celles qui attendaient de savoir si leurs enfants allaient être restitués à la sortie de la vallée, ils sont partis avec le peu de bagages qu'ils avaient, quelques effets personnels. Au fur et à mesure qu'on a quitté le village, la végétation, les bosquets se sont écartés de la route, en fait, permettant d'argumenter le fait que la végétation était mutante. Et la surprise a été qu'à la sortie du village, à l'embranchement entre la forêt et le village, les enfants étaient présents. Les 7 enfants manquants étaient présents. Donc la population du village était complète et on a pu continuer la route. On est approché du pont. La surprise a été un peu heureuse de voir apparaître une dizaine de camions militaires de l'autre côté du pont, qui attendaient sagement. Le pont était encore envahi de ronces, ainsi de suite. Les habitants se sont un peu précipités voyant ce secours. Et au fur et à mesure de notre approche du pont, la végétation sur le pont, les branches, les ronces se sont écartées et nous ont permis de passer. Après notre passage, la végétation s'est refermée sur le pont et l'amalgame de branches a tiré sur les fondations du pont qui s'est effondré dès que le dernier civil était passé. Les civils ont embarqué dans les camions militaires, ont été pris en soin par les infirmiers, les bobos ont été soignés. Roger s'est vu attribuer les premiers soins, mais avait quand même perdu un œil dans la bataille. Et c'est là que, avec la sensation du travail bien fait, on a repris notre 205. On a donné quelques informations aux officiels étant présents et les 3 compères de l'agence de Belfort sont partis dans l'est de la France profiter d'un repos bien mérité. Pour revenir un peu sur le système de jeu d'Étrange France, pratiquant le jeu de rôle depuis plus d'une trentaine d'années, le système est rafraîchissant en fait de jouer avec les cartes et pas des dés. On a une chance sur 10 comme un dé 10, mais le fait de pouvoir rajouter les têtes, donc le valet, la dame et le roi dans le jeu, qui vont nous faire avoir 10 sur notre jet de compétences, en plus du 10 naturel, on augmente les stats de tirer une bonne carte. Et sympa, savoir quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on prend le risque de le faire, parce qu'une fois que la tête a été tirée, on n'a plus le droit de l'utiliser pour le reste de la partie. Ça, et aussi le bassin de cupidité qu'on retrouve dans certains jeux comme dans Nock. On va donner un pouvoir au maître de jeu qui va pouvoir nous créer plus d'embûches, mais qui nous permet à un moment donné de réussir un jet de dés. C'est pareil, il y a des choix à faire, on ne sait pas où on en est dans le scénario, on ne sait pas si on aura d'autres jets de dés, ça rajoute un petit stress. C'est sympa, pouvoir jouer des gens du commun. Donc on avait une arnaqueuse, un mécano, un forestier. On a quelques petits pouvoirs qu'on n'a pas utilisés là encore, c'est-à-dire le forestier avait de l'ascendant de loup-garou. Moi j'avais des pouvoirs un peu d'appel des esprits. Le mécano avait des pouvoirs de divination. Voilà, ça permet de mixer et de faire des personnages qui sont très très hauts en couleur, assez sympa. Donc franchement c'est une belle découverte, je connaissais pas. C'est français en plus, donc allez-y.